Les images parlent d'elles-mêmes. Nous avons eu droit cet hiver à du ski de printemps. Des journées à plus de 15 degrés sur les pistes. Rarement un mois de février n'aura été aussi chaud. Alors bien sûr, les vacanciers sont ravis, mais les professionnels du tourisme, eux, savent bien qu'économiquement, les premières victimes du réchauffement climatique dans notre région, ce seront les stations de ski. Vraie prise de conscience ou simple affichage, beaucoup en tout cas prennent des mesures pour réduire leurs dépenses énergétiques. Des dameuses suivies par satellite aux éoliennes plantées en haut des pistes. Nous avons fait un tour d'horizon des innovations technologiques dans les Hautes-Alpes avec une question: suffiront-elles à faire du ski un loisir écologique? Lucie Robert, Fabien Madibou. Quitter la ville, direction les Alpes. Impatience des vacances, avec toujours une promesse à l'arrivée. À la neige, enfin. La famille Dupuis vit à Marseille et prend la route un week-end sur deux pour profiter de l'air pur de la montagne. On est arrivé, allez. Comme eux, 2 millions de vacanciers séjournent chaque année dans les stations des Alpes du Sud. Attends, fais doucement, c'est lourd. Ça y est, on est heureux. Neige, soleil, montagne, le bonheur. Un bonheur de 25 mètres carrés au pied des pistes, avec vue sur la forêt et son comité d'accueil. On nourrit les habitants de la vallée. Quoi, non, de la montagne. Ça marche bien? Ça marche très bien. Ils viennent nous dire bonjour dès qu'on arrive à chaque fois. Chaque matin, ils viennent taper pour nous réveiller parce qu'ils veulent des noisettes. La nature comme meilleure vitrine. Face à l'enjeu environnemental, les stations promettent aujourd'hui à leurs clients une expérience plus verte. Mais le ski peut-il être un loisir écologique? Balai des dameuses avant l'ouverture du domaine. Pour optimiser sa consommation énergétique, la station des Ors suit ses engins par satellite. Donc on a deux capteurs sur les machines. On en a un qui est situé au niveau de la lame. Donc ça indique la hauteur de neige qu'il y a sous la lame. Toutes les infos sont récupérées sur un boîtier à l'intérieur et retransmises par GPS sur les deux antennes jaunes qu'on voit au-dessus de la cabine. À la fin du parcours, les données sont transmises sur un logiciel et traitées ici, la tour de contrôle du domaine skiable. 100 km de piste, surveillée au centimètre près. Donc là on a un système de barème par couleur sur le système de relevé de hauteur de neige par GPS. Donc par exemple ce qui est jaune ça va être situé entre 25 et 50 cm, etc. Donc là on peut voir la différence entre une piste enneigée, en neige de culture. Voilà, donc c'est bien bleu, on voit qu'on est situé entre 1,50 m et 3 m de neige. Voilà, et juste à côté on a une piste qui n'est pas du tout enneigée, donc qui va tirer un peu sur le jaune et sur le orange. Ça nous permet vraiment de répartir le manteau neigeux de façon uniforme sur le domaine. Donc on va essayer de plutôt faire des économies d'énergie au niveau électrique et hydraulique. On va essayer de consommer un petit peu moins d'eau pour ne pas en faire trop. Essayer d'avoir pile la neige qu'il faut en fin de saison pour assurer le mois d'avril. Le système a permis de baisser de 20% la consommation du domaine. Les nouvelles technologies, c'est le pari du maire de la station. Nous travaillons pour effectivement faire un geste pour notre belle planète et aussi pour améliorer le modèle économique de la station parce que l'énergie est une composante relativement importante. Et donc en mettant en place des innovations qui permettent d'abaisser les coûts énergétiques, nous améliorons le modèle économique de la station. Car les stations sont des ogres énergétiques. 4600 MW par an aux Ors, rien que pour le domaine, c'est la consommation annuelle de près de 1000 foyers français. Un bilan carbone loin d'être exemplaire, que la famille Dupuis tente de compenser par des petits gestes. Tout à pied. C'est pratique, quoi. Puis on est vraiment à 5 minutes du centre. Donc on revient, on déchausse, on retourne faire les activités de la station. C'est écologique. Les transports génèrent près de la moitié des émissions de gaz à effet de serre des stations. Pour le reste, il y a le logement, les remontées mécaniques et la neige promise aux vacanciers, même quand il ne neige pas.
Ils ont un système où ils ont vraiment... Toutes les pistes ont des canons à neige, donc on pourra toujours skier aux Ors. On ne s'inquiète pas là-dessus. Les enfants peuvent glisser tranquilles. Ici, la moitié des pistes est aujourd'hui couverte. Ce sera 70% dans 3 ans. Dans l'économie du ski, l'enneigement artificiel est devenu un argument de vente, malgré l'impact sur l'environnement. Dernière génération de canons à neige sur les pistes de Varces. Les stations investissent toutes, mais la plupart restent discrètes sur leurs usines à neige. Ici, au contraire, on choisit la transparence pour rassurer les skieurs à la fibre écolo, avec des visites découvertes dans les coulisses. Faites attention de ne pas glisser sur la dalle en béton, surtout en chaussures de ski. Les grandes stations fixent leur date d'ouverture plusieurs mois à l'avance. Alors pour elles, la production de neige est devenue un impératif économique. Ça a surtout attaqué depuis l'année 2001-2002, où sur tout l'hiver, on a eu 80 cm de chute de neige en cumulé. Et notamment, on skiait que sur les pistes où il y avait de la neige artificielle, la neige de culture. On préfère la neige de culture que la neige artificielle. Je me trompe aussi encore des fois. Même les pros font des lapsus, car pour une communication rassurante, tout est question de vocabulaire. D'artificiel, la neige est donc devenue de culture, les canons des enneigeurs et les professionnels des niveauculteurs, très pédagogues. Mais il y a un impact sur l'environnement de toutes ces usines à neige où ça ne vide pas les réserves d'eau, non ? L'eau, on est très réglementé. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a des droits de prélèvement d'eau. Ouais. Tous les débits sont prélevés à fur et à mesure. Et après, non, il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a rien de tout dans notre eau, ni dans notre air. Plus de produits chimiques en France, mais restent 4 ingrédients pour produire de la neige. De l'eau, de l'air, beaucoup d'électricité et du froid qui commence à manquer. On voit que les périodes de froid sont de plus en plus courtes, de moins en moins importantes. Parmi notre travail, le plus important, c'est être prêt au moment J, s'il y a une période de froid. Donc, il y a beaucoup de travail à l'amont. Inquiet, oui, quand même un peu, parce que le réchauffement climatique, on est les premiers à le voir, que ce soit au niveau des chutes de neige naturelles ou au niveau des périodes de froid. Et l'inquiétude grandit. 16 degrés sur les pistes cette année en plein hiver, un record. Cela faisait 20 ans qu'on n'avait pas connu un mois de février aussi chaud. Station Météo France de Briançon, les courbes montent inexorablement. Au niveau des températures, si on regarde sur les 50-60 dernières années, on est sur des massifs montagneux comme sur le massif de la Chartreuse, sur une augmentation d'environ 1,5 degré, ce qui est quand même beaucoup. Par contre, au niveau de l'enneigement, on est sur une baisse de pratiquement moitié. Au début des années 60, on avait en moyenne 1 mètre de neige au niveau du col de Porte, et à l'heure actuelle, on n'en a plus qu'une cinquantaine de centimètres. La station de Varces utilise donc chaque saison jusqu'à 300 000 mètres cubes d'eau pour produire de la neige. C'est la consommation annuelle de 6 250 Français, puisée notamment dans ses retenues collinaires. Au début de la production de neige, je pense qu'il y a eu pas mal d'abus au niveau des prélèvements d'eau. Maintenant, c'est très réglementé. On a besoin de plus en plus d'eau, mais on essaye de mieux gérer en fait aussi. On ne va pas surproduire. On a plus d'enneigeurs qu'il y a 15 ans en arrière et on ne produit pas forcément plus. On produit mieux, plus raisonné, à des endroits plus stratégiques en fait. Au printemps, la neige fond et l'eau retourne à la nature, donc pas d'impact sur l'environnement. Cet argument des stations ne convainc pas. Elles ne prennent pas en compte le fait que ça dérègle et ça dénature quand même, dans le sens où l'eau a un cycle naturel. Elle tombe, c'est des ruisseaux, c'est des sources. Et le cycle de l'eau, il a une incidence extrêmement importante sur la végétation, sur la biodiversité, sur toute la micro-vie qu'il y a partout et qui fait la vie de la Terre, qui fait la vie de la planète, été comme hiver. Cette vie, Freddy Maignan l'observe en altitude depuis 10 ans. Gardien de refuge en haute montagne, il a vu cet été les températures bondir, les glaciers fondre, comme jamais auparavant. Le glacier carré, c'est l'équivalent d'immeubles de 3-4 étages qui sont tombés de 600 mètres à côté du refuge. C'était le 7 août au matin à 6h15. Ça m'a secoué, quoi. Vraiment, ça m'a secoué parce que
Parce qu'on a l'impression que c'est la montagne qui commence à s'effondrer, quoi. Le changement climatique aux premières loges, ou pour lui, l'urgence d'un nouveau modèle. Est-ce que c'est pertinent qu'on se dise il faut absolument faire du ski, même s'il n'y a pas de neige? Attendez, les fraises, quand il n'y en a pas, on n'en mange pas. Hein. Eh ben, il n'y a pas de fraises, parce que ce n'est pas la période. Eh bien, s'il n'y a pas de neige, il n'y a pas de neige, on fait autre chose. Encore une fois, on n'est pas contre le principe des canots en neige, mais on pense que c'est une aberration, c'est stupide et c'est dangereux que de vouloir généraliser les canots en neige à partout comme une garantie. Une garantie de quoi? Une garantie qu'on aille dans le mur, quoi. Pas de mur pour cet entrepreneur, mais des solutions à inventer. Sa mission ce matin, mesurer l'énergie potentielle de ce site. Alors là, en plein soleil, c'est-à-dire perpendiculaire au soleil direct, on est à 1200 watts, 1200 du mètre carré. Donc 1200 watts reçus, si on transforme en courant, c'est l'équivalent d'une bouilloire électrique. Voilà, si vous voulez faire du thé, là on reçoit l'équivalent, on va dire l'équivalent énergétique de 1200 watts au mètre carré. Donc c'est vraiment beaucoup. En montagne, des conditions optimales pour la production d'énergie solaire. On a la chance d'avoir beaucoup de réverbération, le refroidissement avec les cellules. Donc oui, c'est une évidence d'équiper certains bâtiments et certains appareils. Voici le premier télésiège équipé par Xavier Duport cet automne. Un prototype réussi. Depuis, son carnet de commandes s'épaissit. La nouveauté, ce sont ces panneaux solaires flexibles qui épousent la forme des structures existantes. À partir de ces plans-là du fabricant, je modélise complètement la gare de façon à pouvoir calculer exactement la dimension et la taille des futurs panneaux qui vont prendre la place des verrières en plexiglas. Originaire de la vallée, l'entrepreneur veut produire un maximum sur place. Les supports de ces panneaux photovoltaïques sont découpés à Briançon, à seulement quelques kilomètres des pistes. Salut, tu vas bien? Ouais, et toi? Ouais. On était sur le point de lancer les plaques. Les plaques. Donc là, il y a 3 modules alpha à la découpe. Oui, c'est ça. Avec des panneaux installés à plus de 2000 mètres d'altitude, la difficulté pour Xavier fut de trouver des matériaux adaptés à la montagne. C'est des matières qui sont résistantes. C'est un polymère haute densité qui est pris en sandwich avec 2 plaques d'aluminium. Et ça résiste à beaucoup de variations de température, de moins 40 à plus 80. On va récupérer le module et on va aller le mettre sur la table de pliage. Il teste sa dernière idée, des panneaux triangulaires qui utiliseront la réflexion du soleil sur la neige. On plie ça en premier, que l'angle il est vachement serré. Voilà. Les prototypes de la start-up locale intéressent aujourd'hui jusqu'aux constructeurs des remontées mécaniques. Voilà. Et voilà. Il y a une vraie conscience en tout cas de la problématique globale sur la planète, qu'il faut faire quelque chose rapidement et chacun peut mettre sa pierre à l'édifice. Vous essayez en tout cas? Nous on essaye, mais voilà, on essaye d'aller un peu plus loin et peut-être créer de l'emploi autour de ça aussi dans le département. Amener sa pierre, pour les stations, cela permettrait aussi de se débarrasser de cette image de montagne abîmée, transformée en usine touristique. Pause déjeuner pour les skieurs marseillais. Comme de plus en plus de Français, eux aussi ont l'écologie à l'esprit, y compris pendant les vacances. Si on peut un peu redorer le blason en rendant un peu à ce que la montagne nous donne, quoi. Donc ne pas polluer. Nous, on apprend aux enfants à ramasser les papiers, même si ce n'est pas les leurs, à ramasser par terre. Et du fait que les stations se mettent aussi à l'écologie, quoi, c'est dans l'air du temps, presque c'est normal, quoi. Ça manquait un petit peu parce que bon, depuis le temps qu'on nous dit c'est leur blanc, oui, mais bon, il n'y a pas que la blancheur, quoi. Il faut, je pense, que l'homme s'intègre plus à la montagne, fasse plus de choses. Ce sont des choses qui sont mises en place peu à peu et qui font que on arrive à un endroit où il y aura plus que de l'air pur, il y aura autre chose encore. Et si cette autre chose, c'était de proposer un ski sans culpabilité pour son bilan carbone?
Installation peu ordinaire au col du Prorel, la station de Serre-Chevalier a une ambition cette saison, produire sa propre énergie, renouvelable évidemment. Alors, on va comparer les consos avec l'application. Alors depuis la mise en production le mi-décembre, elle a produit 1,7 MWh cette éolienne. C'est ça. J'aurai la même chose sur l'appli. Cette éolienne est raccordée au poste de transformation du télésiège qu'on voit derrière nous. Et en fait, les électrons produites sont consommés localement. L'installation n'a que quelques mois. Un projet pilote, autant qu'un pari ambitieux, produire un tiers de sa consommation d'ici 2 ans. La station appartient à l'un des groupes majeurs du secteur qui exploite les plus grands domaines skiables du pays. Avec ses 3 500 000 € investis dans les énergies renouvelables, Serre-Chevalier fait figure de pionnier. Je pense qu'au début, ça a suscité quand même, pas vraiment des doutes, mais voilà, je pense que la position est quand même plutôt en observateur pour l'instant. Mais maintenant qu'on a lancé la première tranche cette année, on voit que les regards ont changé vraiment. Et on est pas mal sollicité par des stations, qu'elles soient du groupe ou extérieures, sur des solutions, des retours notamment sur la production, les résultats aussi obtenus. Ils sont une petite équipe de salariés à piloter le projet, non sans une pointe de fierté. Laurent Forbrac est chargé des mesures. Un informaticien adepte du grand air et de vitesse. Il suit au quotidien la production de chaque site du domaine. Bonjour Pascal. Salut Laurent, ça va? Tout se passe bien à la Croix de la Nord? Écoute, tout va bien, regarde avec ce soleil. Tempête de ciel bleu? Carrément. Avec leur ensoleillement favorable, les Alpes du Sud se prêtent bien au photovoltaïque. Les énergies renouvelables, les ENR, c'est presque la découverte d'un nouveau métier pour Laurent. C'est déjà une conviction personnelle en fait, les ENR, je trouvais ça intéressant, on en parle souvent mais c'est bien de mettre les mains dedans. Et puis c'est aussi un challenge, un goût de l'innovation. Innover certes, mais il faut que cela fonctionne. Alors de retour au bureau, le petit plaisir, c'est de faire défiler les chiffres. Alors sur cette page, on voit toutes les productions photovoltaïques de nos 6 sites. Donc la production du jour ainsi que le cumul depuis la mise en service mi-septembre. C'est pas mal, c'était une journée parfaitement ensoleillée. D'ailleurs, on peut le voir sur cette courbe. Donc depuis le lever du soleil jusqu'à maintenant, le soleil déclinant, une courbe parfaite avec peut-être un petit nuage ici qui est passé devant les panneaux solaires. Depuis la mise en place en début de saison, l'éolien et le solaire ont produit 29 MWh. En clair, à peine 0,2% de ce que consomme le domaine. Le chemin semble donc long, très long encore pour atteindre l'objectif de 30%. Mais la station compte sur une troisième source d'électricité plus productive, l'hydraulique. Elle utilisera les réseaux de canons à neige, déjà nombreux. Il suffit ensuite de capter l'eau en altitude. On va envoyer cette eau dans la canalisation de neige de culture quand on ne produit pas de neige, bien évidemment. Et cette eau va être acheminée par les réseaux neige jusqu'ici en pied de station pour arriver dans ce bâtiment où finalement sera installée la turbine pour produire de l'électricité. Stade expérimental pour l'instant, on cherche des solutions. Mise en place prévue en 2020, si tout va bien. Donc on va voir un peu en fonction de cette future turbine, selon sa puissance, selon sa taille donc. Si on arrive à l'intégrer au mieux, sans gêner la maintenance de nos pompes. En termes d'encombrement? Voilà, il faut qu'on regarde un peu de plus près. Mais ça risque d'engendrer des modifications du bâtiment? Éventuellement, on va discuter, à voir. D'accord. Allez, c'est parti. La station espère produire 80% de ses énergies renouvelables grâce à l'hydroélectricité. D'ici là, pour les équipes, les défis techniques restent à relever. Donc voilà la filtration de Champmerle. Soit on s'en inspire ou pas pour l'hydro, voilà ce qui existe. Filtration à 200 microns, c'est ce qu'il faudrait dans l'idéal. Oui, c'est assez expérimental, puisqu'il va s'agir de faire finalement coexister hydroélectricité et neige de culture. L'usage principal étant bien sûr la neige de culture, et il ne faut absolument pas qu'on dégrade ces installations au profit de l'hydroélectricité.
L'écologie d'accord, mais donc pas au prix du domaine skiable. Pour les associations écologistes, les efforts restent à la marge et les grandes stations tardent à amorcer la transition écologique. L'urgence est d'autant plus criante que l'on descend en altitude. À 1500 mètres, Céuse, station emblématique des Hautes-Alpes, est restée fermée cette saison. Image de la difficulté d'investir en moyenne montagne et d'un territoire en crise, malgré son potentiel. Clairement, on a mis dans la tête des gens pendant des années que la montagne, c'était forcément le ski. Et là, on se rend compte que petit à petit, ça n'allait plus, il nous faut autre chose. Donc, il va se passer encore quelques années pour changer un peu toute cette vision et notamment proposer autre chose. Crépuscule d'un ancien modèle. En bas, les remontées mécaniques sont à l'arrêt. Les commerçants partis. Un centre municipal accueille encore des élèves de régions parisiennes. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Je voulais juste vous demander, vous êtes en vacances là? Oui, on est une colo. D'où? De Noisy-le-Sec. Ok, d'accord. Et après, vous arrivez à faire des trucs quand même autour? Trop bien. Il y a des colos. Ouais, il y a de quoi faire, non? Il y a des colos pendant les vacances. D'accord. Et vous êtes combien? Il y a 47 enfants. Ah ouais. Et 9 adultes. Optimiste, l'association accompagne les stations pour maintenir leur économie en se diversifiant. En plein sud, il n'y a plus de neige. On peut aller se balader sur une face sud où il n'y a plus de neige, même si on est en février. Donc ça devient une autre activité. Si on a encore un peu de neige, on peut aller sur du ski de rando, de la raquette, des activités qui nécessitent moins d'aménagement, mais qui sont un peu plus sportives et ludiques, voilà, qui vont peut-être toucher une autre tranche de la population. Après, on peut aller sur des activités vraiment purement ludiques. Ça peut être de la luge, ça peut être toutes ces activités un peu annexes qui utilisent très peu de neige mais qui amènent de la sensation. Des sports d'hiver plus respectueux de la nature, de plus en plus de vacanciers tentent l'expérience. Voici un ski sans dameuse ni télésiège. Une glisse où l'on commence par remonter la pente à la force des jambes. Première étape, équiper ses spatules de peau de phoque. Avant, c'était vraiment du phoque, hein, parce que c'est d'un côté, c'est tout lisse comme ça, et puis de l'autre, c'est à rebrousse-poil, et ça nous permet de monter. On voit un petit peu que ça fait des trucs différents là. Et donc on les colle, c'est adhésif, sous le ski. Évidemment, pour la descente, on les enlève, hein, parce que sinon on ne peut pas glisser. Mais ça nous permet de monter des pentes assez raides. Sylvain Audibert accompagne ce groupe de débutants. Dans le massif du Queyras, le ski de randonnée séduit désormais le grand public. Et du coup, il faut bien aussi les avoir parallèles, tes skis. Il y a des gens qui ont tendance à marcher en canard, tu vois, comme ça. Voilà, tu les fais bien glisser, surtout, il ne faut pas porter le poids des skis. Ici, pas de canon pour produire la neige, on va la chercher là où elle se trouve. Échauffement musculaire entre les sapins, un bon niveau de ski alpin suffit pour s'initier. Essoufflés, mais heureux, ces citadins sont en quête d'une nouvelle approche de la montagne. C'est plus écologique, il y a beaucoup moins de personnes sur les pistes, vu qu'il n'y a pas de pistes. Et on découvre la montagne comme la randonnée pédestre. Et voilà, on va dans des endroits où personne ne va. J'en avais un peu marre des grandes stations où tout est noir de monde, etc. Voilà, où les prix en plus sont exorbitants. C'est vrai qu'ici, on est juste nous avec la nature, seuls. Donc ouais, c'est vrai que c'est un rapport différent avec la montagne, quoi. C'est évident. Prenez vos bâtons là, ça aussi c'est important à faire. De prendre ton bâton à l'envers, tu le prends comme ça. Et pour sentir les différentes couches de neige, tu le prends et tu l'enfonces encore. Elle est assez souple, elle est assez froide. Ça, on appelle ça la neige sèche. Elle n'a pas gelé et dégelé comme on avait en dessous là sur le lac. Vous avez vu, c'était de la neige qui avait croûté au-dessus. Découvrir que la neige peut varier d'un versant à l'autre, s'offrir ces espaces presque vierges au prix d'un peu d'effort et de persévérance.
C'est plus, oui, c'est plus valorisant, c'est un sentiment de, comment dire, de récompense. Et la récompense, la voici, après 2 heures d'ascension. Une piste, un pan de montagne, rien qu'à eux. Plaisir de la descente, dans une nature sauvage, et pour quelques instants, le bonheur d'y avoir trouvé sa place.